Bonjour à tous et merci encore d'être nombreux à vous connecter à nos sessions webinaires open dédiées aux solutions Microsoft. Je me présente, je suis Myriam Desprats, je suis SaaS Cloud spécialiste au niveau national dédié au développement de l'offre Move to Cloud chez Open. Et aujourd'hui, nous allons aborder comment créer un data hub et faciliter l'exploitation de la donnée au sein de votre organisation. C'est en effet un des sujets qui est adressé chez nos clients et de plus en plus avec les actualités plus récentes parce que l'exploitation de la donnée devient de plus en plus critique. Aujourd'hui, on va reprendre qu'est-ce qu'un data hub, pour qui, pourquoi, et nous allons vous partager un retour d'expérience. Pour animer cette session, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Stéphane Messica, directeur de Kinaps, donc qui est le cabinet conseil d'Open, et de Grégory Prince, qui est architecte solution intelligence artificielle et data de Kinaps au sein également du cabinet conseil Open. Avant de leur passer la main, je vais vous présenter de façon brève, vous donner une photo rapide sur notre positionnement et notre partenariat avec Microsoft. Alors, Open, c'est une ESN française qui existe depuis 1989 et qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de plus de 304 millions d'euros et avec une répartition géographique sur 16 agences. En intégrant les forces vives de NeoCSDI, qui est un pure player et qui a intégré le groupe Open depuis début novembre, les compétences de Microsoft se voient renforcées et cela représente aujourd'hui plus de 3650 collaborateurs au niveau du groupe en charge du delivery et de la mise à disposition de compétences chez nos clients. Et parmi eux, proche de 700 collaborateurs qui travaillent au quotidien sur les projets qui embarquent les solutions Microsoft. Nous avons également 400 certifications collaborateurs d'expertise qui nous permettent de valider notamment nos 14 domaines de compétences Gold et de Silver au niveau de l'entreprise Open. Ces niveaux de certification nous permettent également d'intervenir en tant que sous-traitant de Microsoft Consulting Services et de confirmer notre positionnement en tant que partenaire stratégique. Ces forces vives, elles nous permettent de proposer à nos clients une offre vraiment de bout en bout, du conseil, de l'intégration, de la conduite au changement et jusqu'au service managé. Et au travers du service managé, notamment, on peut vous permettre d'accéder au support premier Microsoft auquel nous sommes agréés. Et en fait, on vous en fait profiter. Et on peut aussi vous proposer toute la consolidation, centralisation, la gestion de vos abonnements au travers d'un contrat de licence Cloud Solution Provider. Notre offre Move to Cloud, c'est une méthodologie d'accompagnement industrialisée, donc qui va depuis la phase d'étude en passant par la phase de déploiement et jusqu'au service managé. Et selon la maturité de vos projets, des sujets cloud, de l'avancement de votre transformation vers le cloud, selon votre patrimoine applicatif, nous proposons également un accompagnement spécifique sur la sécurité dans le cloud, la gouvernance dans le cloud, la conduite au changement, et notamment sur deux grands axes qui sont nos domaines de prédilection. Un qui est le cloud Azure Microsoft, avec où on adresse tous les sujets d'implémentation, migration d'infrastructures, migration de data center, la gestion de l'hybridation, migration d'applications cloud natives, ou pas d'ailleurs, et tous les sujets à valeur ajoutée qui sont autour du data hub, de l'intelligence artificielle et de l'IoT notamment. Et la deuxième brique qui adresse l'espace de travail moderne au travers des solutions Microsoft 365, qui permet en effet d'adresser l'espace de travail moderne, mais avec un environnement collaboratif, et notamment beaucoup au travers de Teams aujourd'hui, mais aussi d'autres solutions sur 365,
comme des outils qui permettent la gestion unifiée, la sécurisation des terminaux, ou encore pour couvrir les sujets applicatifs et la simplification des process métiers, notamment au travers des offres Dynamics et Power Platform. Je vais m'arrêter là pour la présentation globale de notre positionnement et d'Open. Et je vais donc passer la main à Grégory et Stéphane qui vont vous présenter Kinaps en tant que cabinet de conseil en transformation digitale qui est spécialisé en data et intelligence artificielle au sein d'Open et rentrer dans le vif du sujet autour du Data Hub. Alors, Stéphane, tu as ton micro coupé. Je te vois bouger les lèvres, mais tu as... Bon, ah, voilà, super. Bon. Merci beaucoup, Myriam. Je ne vais pas passer longtemps sur la présentation de Kinaps. Kinaps, cabinet de conseil, 5 ans d'expérience, 50 consultants, un gros domaine autour de la data, l'IA et l'IPA, et une de nos 4 offres autour des offres de Strat et d'Orga. C'est une offre autour de l'architecture et de la mise en place de grosses architectures data et cloud, et notamment la mise en place de Data Hub dans beaucoup d'endroits différents, à la fois dans des administrations publiques que comme dans des sociétés privées. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est de vous faire un petit retour d'expérience et de vous présenter la méthode, les écueils, les avantages à avoir un Data Hub autour de ce retour d'expérience. Donc, si vous avez des questions pendant tout l'exposé que je vais partager avec Grégory, donc je vais raconter une vision globale de ce qui s'est passé et Grégory rentrera dans le retour d'expérience technique. Donc comme ça, on va pouvoir poser des questions techniques là-dedans. Si vous avez des questions, je vous propose d'utiliser le chat parce que je pense qu'il y a d'autres personnes de Kinaps qui sont connectées et qui pourront répondre en live, même si le temps est dépassé, et on prendra un peu de temps à la fin pour répondre aux questions qui restent. Donc si on peut avancer, c'est pas moi qui ai la main sur les slides. La première question, c'est qu'est-ce qu'un Data Hub? Donc l'idée du Data Hub, c'est d'avoir à la fois une plateforme technologique qui centralise les données, mais qui donne aussi un accès pour en extraire la valeur. Donc, c'est pas seulement d'avoir un nom à la mode pour faire le énième data lake de plus, c'est de se dire, bon, là, il y a un endroit où on va centraliser les données et on va donner des outils pour que les utilisateurs ils puissent les rendre activables. Que ce soit des utilisateurs internes ou externes, que ce soit des espaces projets avec des droits différents ou non, etc., etc. Et pour leur donner ces outils, il nous faut à la fois des capacités technologiques, de la puissance de calcul, des outils de data vise, des outils de prédictif. Tous ces sujets-là doivent être inclus dans la vision globale du Data Hub. Donc c'est à la fois la couche infrastructure middleware, mais aussi la couche servicielle. Donc comment j'arrive à mettre tous mes données dans un même endroit avec la couche servicielle qui va bien et qui me permet de les traiter, de les faire traiter par d'autres, de les traiter par des utilisateurs internes ou externes ou mixtes dans un environnement sécurisé qui est conforme aux toutes les réglementations de la CNIL, du RGPD et tous ces sujets-là qui sont des sujets angoissants autour des données. Donc ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Data Hub? Une plateforme technique et servicielle qui permet de valoriser votre patrimoine de données. Et ces sujets de Data Hub sont, à mon avis, la plupart des sujets, en tout cas de nombreux sujets technologiques qui sortent ces derniers mois, ces dernières années chez l'ensemble de nos clients. Parce que, l'accès aux données était compliqué. 2, même quand on avait accès aux données, on n'avait pas d'outils pour les traiter. 3, on avait des sujets de réglementation et de sécurité qui nous embêtaient et qui ne nous permettaient pas de faire du traitement dans un environnement qui soit conforme à ce qu'on attendait. Donc ça, c'est juste la définition d'un Data Hub. Je peux répondre aux questions qu'il faut encore dans le chat s'il y en a. Et c'est pourquoi et pour qui on peut lancer des Data Hubs. D'abord, nous, on en a lancé dans beaucoup de secteurs d'activité différents. Dans le public, en particulier dans la santé, on peut penser aux data hubs d'hôpitaux, on peut penser aux data hubs de ministères. Dans le transport, qui récolte des quantités de données en banque, voire même des data hubs interbancaires pour des sujets de blanchiment, pour des sujets de partage de données,
En énergie, il y a énormément de données énergétiques qui ont besoin ensuite d'être traitées pour faire du prédictif sur la consommation, pour faire des nouvelles offres, pour faire de la maintenance. Donc tous les secteurs d'activité que je cite là sont des secteurs d'activité dans lesquels les data hubs, et je pense que le monde public en général est aussi un endroit dans lequel il y a du sens à avoir des data hubs parce que ils sont sorte d'un garant moral, éthique, qui permet à tous d'utiliser le data hub dans des conditions qui soient optimales. Donc tous ces gens-là ont intérêt à faire des data hubs. Et c'est pour faire les cas d'usage. Je ne vais pas vous repasser les cas d'usage traditionnels de la data, mais c'est pour faire les cas d'usage qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les cas d'usage dits d'intelligence artificielle et de data, dont on nous euh, comment dire, dont on nous abreuve à toutes les conférences depuis des mois et des mois, mais on se rend compte que les organisations, qu'elles soient publiques comme privées, petites ou grosses, ont du mal à les activer, ont du mal à les valoriser, ont du mal à mettre des délais qui soient courts dans tous ces cas d'usage-là. Et donc l'objectif du Data Hub, c'est à la fois permettre l'activation de ces cas d'usage, permettre leur accessibilité rapide et permettre leur industrialisation. Donc ça, c'est un petit peu notre sujet de base. Et je veux bien le slide après. Et je répète un petit peu ce que je viens de dire. Faciliter cet accès. Donc, si je répète les grands gains du Data Hub, faciliter, démocratiser l'exploitation des données pour pas que ça soit un sujet d'experts, mais que tous aient les outils à leur niveau. Si c'est du reporting, c'est du reporting. Si c'est de la data science, c'est de la data science, mais que tous aient les outils à leur niveau pour leur permettre de traiter les données dans un cadre qui leur convient. Évidemment, promouvoir le partage et la collaboration entre acteurs, puisqu'on peut mettre à disposition ces data hubs en interne comme en externe, ou donner des vues externes à certains, ou donner accès aux data ou aux services à certains, et évidemment accélérer l'industrialisation des projets et l'activation. C'est vraiment un sujet important. On parle de data depuis longtemps, on a du mal à le rendre concret, activable et valorisé parce qu'on n'est pas outillé pour faire les choses rapidement. Donc ça, c'est les raisons pourquoi un data hub. Peut-être je peux dire un mot pour introduire le... Non, mais c'est bon, sur le slide d'après, sur le retour d'expérience. Le contexte client, c'était de construire un catalogue de données qui venait un grand client public. Ceux qui suivent la presse savent de quel client je parle. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est un grand... Il y a Laure qui a levé la main. Laure, tout va bien? Ok. Très bien, excusez-moi. Ok. Un grand client public dans la santé qui a besoin de construire un catalogue de données qui vient de multiples sources, de dizaines et de dizaines de sources différentes, de le donner accès dans un cadre très sécurisé. Donc c'est pour ça que le principal enjeu que je mets dans ce contexte client, c'est la sécurité, à la fois parce qu'il y avait des référentiels de sécurité très difficile à mettre en place et parce qu'il fallait des homologations de l'ANSSI, de la CNIL pour que ça soit mis en œuvre. Donc, l'idée, c'est de construire ce catalogue et permettre, selon des conditions particulières, de fournir à des projets de R&D, des projets de recherche sur ces données-là, un environnement qui leur permet non seulement de traiter ces données, mais aussi d'avoir les services et la puissance de calcul qui les permettent de les traiter dans quelque chose à l'état de l'art. Parce que si même vous avez l'autorisation d'utiliser ces données, mais que vous pouvez l'utiliser que sur un ordinateur dans un coin qui n'a pas de puissance, qui n'a pas d'outils, qui n'a pas de moyen de traiter des images, etc., etc., on ne peut pas en extraire leur valeur. Donc les sujets, c'est un sujet de sécurité. Deux, un sujet évidemment c'est un sujet de données et d'outillage pour traiter les données. Trois, un sujet d'élasticité, puisqu'on veut être capable d'accueillir de manière automatisée des dizaines et des dizaines de projets, pourquoi pas des centaines de projets, et de rendre le projet élastique, d'où le sujet du cloud dont on va parler rapidement. Et tout ça dans un temps de déploiement global de cette plateforme qui soit raccourci au maximum. On avait entre 6 et 8 mois, c'est ce qu'on a fait. On a mis 8 mois pour
déployer automatiquement cette plateforme et l'homologuer. Donc ça, c'est un petit peu le contexte client. Et peut-être je peux laisser maintenant 2 mots à Grégory. Comme je vous le répète encore une troisième fois, on est dispo pour les questions dans le chat s'il y en avait. Je laisse 2 mots à Grégory pour expliquer les enjeux technologiques et les principes d'architecture. Ok, merci Stéphane. C'était très clair. Effectivement, je vais commencer par un peu présenter les principes d'architecture qui nous ont guidés dans la construction de ce data hub pour ce client-là. Principes d'architecture qui ont été mis en place, et, bien entendu, pour répondre aux enjeux forts proposés par notre client, et notamment aux enjeux de sécurité liés à des données sensibles, points sensibles. Le premier principe, principalement, c'était privilégier l'utilisation de services managés, services PaaS, pour un ensemble de blocs de fonctionnalités bien définis de base, c'est-à-dire tout ce qui est assez transverse, la supervision, l'orchestration des ressources, la virtualisation du réseau, la gestion des machines virtuelles, etc. etc. Tout ça a maximisé cette partie utilisation des services PaaS, et j'indiquerai après pourquoi. Bien entendu, fort enjeu de sécurité dit être security first, security by design. Donc, on a une conception qui est faite autour de la sécurité, pour la sécurité avant tout, avec un enjeu majeur au niveau de l'architecture pour, en fait, régler les problèmes liés notamment à une grande variété d'acteurs et une grande variété de solutions à intégrer ensemble pour que ça fonctionne dans des principes de sécurité communs. Une infrastructure as code pour maximiser la capitalisation autour du travail d'infrastructure qui est fait au départ, en utilisant des outils de provisionnement de ressources notamment, et de services aussi à ce niveau-là, afin d'automatiser un maximum de choses et bien entendu d'aller vite dans la production de la plateforme. On a un principe de séparation entre la séparation des logiques, c'est-à-dire on veut simplifier le maximum le déploiement, la maintenabilité de la plateforme et l'application des différentes politiques de sécurité liées à la plateforme. On va s'efforcer d'avoir des critères de robustesse très élevés, donc mettre en place une stratégie qui va s'appuyer initialement sur la robustesse du fournisseur cloud à ce niveau-là pour justement nous aider à obtenir les niveaux de les SLA demandés et le niveau de robustesse attendu. Et puis, on avait des objectifs de coût aussi dans les principes d'architecture, avec une logique d'investissement initial qui doit être minimale, et accompagné d'une démarche FinOps tout au long de la préconisation de l'architecture, afin d'optimiser à tout moment les coûts, quels que soient les enjeux. Quelques mots sur les quelques technologies sur lesquelles repose ce Data Hub. On avait un certain nombre de traitements internes nécessaires à la mise en place de la plateforme et à la mise en place de traitements liés notamment à la sécurité. Pour ça, on s'est appuyé essentiellement sur des traitements développés en Go pour la fiabilité, la rapidité, les performances de cette plateforme, et Python de façon assez classique pour la gestion de la plateforme. On va déployer, notamment sur toute la partie projet, lab et autres, un certain nombre d'outils. Et pour le déploiement, on s'appuie sur une orchestration containerisée avec du Docker et l'orchestrateur Kubernetes. On a fait des développements en R, en Python, en Java, Scala, C++, Go, etc., qui sont dans des conteneurs déployés de façon élastique à la demande et orchestrés par un cluster Kubernetes. Là-dessus, on s'appuie sur un service PaaS de la plateforme Azure qui a été choisi initialement.
Pour tout ce qui est stockage et services, on va s'appuyer complètement sur la plateforme, ou en grande partie sur la plateforme, avec un large choix notamment de machines virtuelles pour tout ce qui est charge de traitement très fortement demandeuse en ressources mémoire ou en ressources de calcul, donc CPU et GPU, notamment pour l'intelligence artificielle. On va s'appuyer sur les services de supervision, de déploiement de ressources, etc., d'Azure, bien entendu. Tout ce qui est aussi TL, ELT, batch, traitement d'ingestion, traitement de mise en qualité des données, etc. On va s'appuyer sur les services proposés par la plateforme, toujours en accord avec les principes d'architecture qu'on a édictés juste avant. Et puis, on va aussi on a aussi mis en place un certain nombre de services hors de la plateforme Azure aussi pour ne pas tout déléguer à la plateforme et notamment vis-à-vis de certaines problématiques de sécurité, de disponibilité parfois de certains services en avance de phase par rapport à la roadmap du fournisseur de cloud. On a utilisé aussi des services tiers qu'on a intégrés à la plateforme. Je vous en parlerai un petit peu après comment. Au niveau de l'infrastructure de son déploiement, on a utilisé des outils à l'état de l'art, Terraform pour toute la partie infrastructure as code, Ansible pour le déploiement applicatif essentiellement, et la partie Packer d'HashiCorp pour la partie création d'images immutables pour le redéploiement des machines virtuelles, etc. Alors, au niveau de la conception elle-même de l'architecture, on a dégagé un certain nombre de bonnes pratiques autour de notre mise en place de ce hub. Comme j'ai dit tout à l'heure, un des principaux principes de l'architecture, c'était l'utilisation de services managés, de services PaaS, ce qui nous a permis d'avoir un gain de temps très conséquent sur la mise en place et la création de la plateforme. On en a parlé tout à l'heure, 6 à 8 mois pour construire cette plateforme. C'est grâce notamment au fait qu'on s'est appuyé fortement sur les services fournis par Azure, services complètement intégrés, sécurisés et déployables avec leurs outils configurables qui permettent effectivement de gagner un temps conséquent. On a profité d'une collaboration très étroite avec le fournisseur, avec Microsoft, sur cette partie-là, avec de la co-conception. On a profité d'échanges réguliers avec des architectes, avec le CTO, le MSO de Microsoft France, justement pour valider certains principes d'architecture, étudier des solutions, trouver la meilleure solution. Effectivement, travailler en co-conception avec le fournisseur cloud, c'est quelque chose qui est très important, à la fois pour garantir les niveaux de sécurité et la conformité avec les réglementations qui sont demandées, qui étaient visées, et aussi pour aller vite et être certain qu'on a quelque chose qui tienne la route, qui soit robuste, performant, avec un coût complètement géré. On s'appuie aussi fortement sur la plateforme Azure, sur la partie élasticité, donc mise à l'échelle des ressources nécessaires, que ce soit pour les traitements d'ingestion, pour du stockage, pour la création des espaces projets, etc. On a encore aujourd'hui quelques axes d'amélioration. Au niveau partage de vision globale sur la partie sécurité, c'est un élément majeur dans le succès d'un projet. Ce n'est pas toujours simple à gérer quand on a des problématiques précises de sécurité, où on a des demandes fortes pour séparer les rôles et responsabilités de chacun et ne pas donner trop de visibilité sur certains aspects liés à la sécurité. C'est quelque chose qu'il faut trouver en fonction de la réglementation et du niveau de sécurité visé. Ça, c'est pareil, c'est le niveau de granularité, c'est connexe au problème de vision partagée.
l'architecture, il faut trouver le bon curseur au niveau du détail, de la description de l'architecture. C'est pas toujours très très simple à ce niveau-là et de bien préciser les choses. On a eu une volonté d'automatiser fortement l'ensemble du déploiement de la plateforme, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau des services ou au niveau des applicatifs. Ce n'est pas toujours possible d'atteindre complètement et très rapidement un niveau d'automatisation complet. Pour diverses raisons, ce n'est pas non plus toujours souhaitable. Et pour aller vite, parfois, il faut faire quelques raccourcis, ne pas souhaiter aller à 100% d'automatisation, mais plutôt placer un niveau de curseur raisonnable dans une partie qui est complètement automatisée et automatisable, et malgré tout, un certain niveau de déploiement ou de configuration qui doit encore être opéré manuellement par des ops. Donc ça, il y a toujours un curseur à ce niveau-là à trouver. À ce niveau-là. La plateforme, telle qu'elle est construite, une bonne partie des utilisateurs finaux de cette plateforme-là, ce ne sont pas des chercheurs, etc. Ce sont aussi des spécialistes des opérations, des ops, des FinOps, etc., dont les besoins sont plus ou moins complexes. Et on a essentiellement axé notre développement au départ sur ces problématiques-là, sur ces utilisateurs-là et sur les problématiques de sécurité. Il faut s'efforcer le plus possible, malgré tout, de ne pas avoir que cette vision-là et d'avoir aussi le bon curseur entre fonctionnalités services pour les utilisateurs finaux et problématiques liées aux opérations de la plateforme en elle-même. Ça, c'est pas toujours très simple aussi, donc on a des axes d'amélioration là-dessus. Au niveau de la documentation, on s'est efforcé d'avoir toujours une documentation très très détaillée. Dans ce cas-là, c'est très compliqué, très difficile à mettre à jour. Là aussi, il y a un curseur et des axes d'amélioration à ce niveau-là sur les bons outils de documentation et comment on obtient nos objectifs. La sécurité. Comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, la sécurité pour ce client-là était bien évidemment quelque chose de très très important. On visait notamment des homologations autour de données extrêmement sensibles, données de santé. On a obtenu très rapidement avec l'ANSSI des niveaux de sécurité attendus. Ce sont des choses qu'on a construites avec eux à ce niveau-là. Et bien évidemment, le fait d'avoir un cloud provider qui nous fournit déjà un niveau de sécurité et notamment certaines certifications nous a permis aussi d'atteindre des objectifs de sécurité au-delà de ce qu'on a pu attendre au départ, qui sont parfaits et qui ont été validés par l'ANSSI à ce niveau-là. Donc, des niveaux liés à la sécurité du cloud, des niveaux liés aux homologations diverses à ce niveau-là. Niveau d'axe d'amélioration, comme je le disais tout à l'heure, on était security first et besoin utilisateur après. Il faut toujours trouver un équilibre entre les niveaux de sécurité attendus, les complexités liées à l'obtention des niveaux de sécurité et malgré tout le fait qu'on doit travailler sur des services et apporter de la valeur aux utilisateurs finaux, notamment au niveau des chercheurs dans notre cas. Il faut toujours mieux partager la vision des principes de sécurité avec l'équipe de développement, surtout en cas de nécessité de mise en place de systèmes de défense en profondeur, de systèmes de moindre privilège, etc. Ce n'est pas toujours simple de partager complètement cette vision-là pour des raisons de sécurité elles-mêmes. Il faut s'efforcer vraiment que l'ensemble des développeurs et des opérants sur la plateforme aient un niveau de vision suffisante sur ces questions-là. On
on a des axes d'amélioration sur le besoin de collaborer mieux avec les expertises pointues sur la sécurité au niveau de chaque projet. Au niveau de l'audit, on essaye d'améliorer encore aujourd'hui l'auditabilité et la prévalidation de la planification et le déploiement, etc. On a encore quelques axes d'amélioration, c'est perfectible, mais on a quand même un très très haut niveau. Et on a encore un petit peu de chemin à parcourir avec le fournisseur cloud au niveau de la sécurité. Notamment, on attend des solutions pour mettre en place du safe computing, donc des systèmes de traitement avec enclave ou des mises en place de solutions avec des partenaires pour avoir des traitements sur des données anonymisées sans avoir besoin de déchiffrer, désanonymiser ces données-là, et sans qu'aucun opérateur humain, aucune personne humaine n'ait accès complètement aux données non chiffrées ou non anonymisées. Là, il y a des solutions qu'on va commencer à intégrer là-dessus et qui existent et qu'on va mettre en place avec nos partenaires. Et avec le cloud provider, bien entendu, au niveau des enclaves. Je ne sais pas si Stéphane, Oui, dans cette partie-là. oui, je prends la main juste pour ce bout-là. Notre idée, c'est donc on est parti de ce cas d'usage que Grégory vient de vous raconter et d'autres retours d'expérience qu'on a fait plutôt dans le privé, enfin un autre dans le public et un autre dans le privé sur la mise en place des data hubs pour construire une méthode qui permet de le faire dans des délais courts. Notre objectif, c'est que personne n'attende 1 an ou 2 avant de le faire. Et donc, l'idée, c'est, il faut cadrer l'ambition et la proposition de valeur. Comme je le disais au début, on ne fait pas un cycle en V long, on conçoit tout ça de manière agile en DevOps, mais il y a besoin de comprendre la proposition de valeur, c'est-à-dire qui vont être les utilisateurs, pour quel usage et quel niveau de service on va leur mettre à disposition. Est-ce que c'est des utilisateurs experts ou non? Quel niveau de service ils vont devoir utiliser? Et ça nous permet de décider le panel d'outils qu'on va devoir construire au-dessus de l'infrastructure. Donc ça nous permet de structurer la feuille de route. Puis ensuite, via une phase de conception architecturale que on fait main dans la main avec le cloud provider pour voir les services managés qui sont disponibles et comment on peut mettre en place cette conception. Et enfin, une phase de réalisation agile qui nous permet à la fois de déployer la partie middleware, les connecteurs avec Microsoft et les fronts et les services associés. Nous avons eu plusieurs types de services. Dans d'autres, là, c'était un data hub qui servait à faire de la R&D sur les données avec des utilisateurs internes et externes, donc qui complexifiait les sujets de sécurité, les sujets d'accessibilité, les sujets d'étanchéité entre les espaces projets. Il y en a d'autres où c'était juste de la visualisation de données, donc il n'y avait pas de traitement dessus, donc c'était beaucoup plus simple, ou d'autres qui étaient réservés qu'à des utilisateurs internes. Donc oui, il fallait faire attention à des sujets de droit, mais comme on n'avait pas de l'externe, les sujets de sécurité étaient très différents. Et dans chacun, les outils étaient adaptés au niveau d'expertise et au niveau de connaissance des utilisateurs finaux. Donc c'est pour ça que la phase de cadrage est importante. Et donc, j'estime que tout ça doit rentrer dans des délais raisonnables entre 6 mois et 1 an. On doit être capable de mettre en œuvre un data hub en prod qui respecte les conditions de sécurité, qui respecte les besoins fonctionnels dans des délais qui sont entre 6 mois et 1 an. Donc, on a les outils et la méthode et les techniques pour le faire aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vois qu'il reste quelque chose comme 8 minutes et je propose de laisser un peu de temps pour répondre aux questions. Je ne sais pas quels sont les slides qui sont après, mais j'imagine que c'était les questions. C'est les questions. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane, merci Grégory. En effet, c'est à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'il y en a des questions? Il n'y a pas de questions? Ça devait être clair.
Vous êtes tellement clair et précis, messieurs, que... Alors, en attendant, et que le temps que vous réfléchissez à vos éventuelles questions, dans notre lancée sur l'organisation de webinaires dédiés à nos clients, ça c'est la 4e session, donc la dernière pour cette année 2020. Les prochaines auront lieu donc mardi 26 janvier, même lieu, même heure, à 11 heures. Là, on revient sur des sujets sur la collaboration et sur les nouvelles méthodes autour du collaboratif et notamment avec des solutions Poly. Et puis en février, nous partagerons un retour d'expérience et sur les méthodologies DevOps, notamment avec les outils qui sont proposés par Azure autour de la démarche et de la méthode DevOps. Voilà les prochains, et puis mars se suivra, mais on les a pas encore totalement définis. Est-ce qu'il y a toujours pas de questions? Est-ce que vous n'osez pas? Ok, pas de questions, c'est bien, c'est plus facile. Bon, ok. Bon, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, alors une information complémentaire, ce webinaire sera disponible en replay. Il vous sera communiqué. Vous aurez la possibilité et le loisir de le revoir. Et il sera disponible aussi sur les différents sociaux, donc qui permettra aussi de le partager ce retour d'expérience de la part de Grégory et Stéphane. Alors, attendez, je crois qu'il y a quelque chose. Merci. Je souhaitais avoir une première approche de la notion de Data Hub. Mon micro ne fonctionne pas. Je pense que vous étiez peut-être pas là au démarrage quand j'ai parlé de Data Hub. Non, il se déploie pas qu'à travers Azure. On peut développer des Data Hub sur plusieurs interfaces, sur Différents plusieurs providers. providers, et on est capable, et d'ailleurs, on en a fait d'autres sur d'autres cloud providers, parfois dans du souverain, parfois dans AWS. L'objet aujourd'hui, c'était de faire un retour d'expérience sur ce qu'on avait fait sur Azure. Mais la démarche est globalement la même quand on le fait sur d'autres cloud providers. L'idée, c'est qu'on gagne du temps à la fois dans le déploiement, dans le fait de rendre automatisable la création des espaces projets, l'affectation des ressources, dans l'élasticité de l'affectation des ressources, en utilisant les services managés des cloud providers et notamment de ceux d'Azure. Donc, c'est plus simple de construire un data hub dans un environnement de cloud provider. Ah ben voilà, les questions arrivent. Il fallait laisser un petit temps. Alors, les données, je ne sais pas si Olivier lit ou écoute ce chat. Est-ce que tu peux dire le nombre de téraoctets de données qui sont stockés? Je sais qu'on a travaillé notamment avec l'AFP, on a mis en place le data hub de l'AFP aussi, c'est pas celui dont on parle maintenant, avec des vidéos et des photos à profusion. Donc, le sizing est plutôt très gros. Le nombre d'utilisateurs pour le cas dont on parle maintenant, il est évidemment élastique. Aujourd'hui, c'est, je pense, entre 50 et 100 utilisateurs, mais demain, ça pourrait être 500, voire plus. Il y a déjà une vingtaine ou une trentaine de projets qui ont été acceptés, et dans la démarche d'acceptation de ces projets vers ce data hub dont on parle, il y a un passage devant la CNIL. Et donc, je crois qu'il y en a déjà 5 ou 6, voire plus, qui ont été acceptés à la CNIL, puisqu'il y a une procédure accélérée quand c'est des projets liés au Covid. Et donc, sur chacun des projets, il y a plusieurs utilisateurs. Et donc, tout ça est assez élastique. Et notre objectif, c'est de ne pas avoir de limite sur l'élasticité et le nombre, à la fois sur la puissance, le nombre et la quantité de données, le typologique des données, l'espace de stockage utilisé pour les données, la puissance de calcul pour les exploiter et le nombre d'utilisateurs. Tout ça est complètement élastique. Et les profils. Je réponds sur les profils.
les profils dans ce cadre-là, c'est comme c'est des projets de R&D, c'est des statisticiens, des data analystes, des data scientists, c'est plutôt ça. Mais on a d'autres profils où c'est des profils plus métiers traditionnels pour faire du reporting si on leur met des outils à disposition de reporting sur les données. Donc évidemment, ça fait partie du cadrage. En fonction des profils, ce que je disais tout à l'heure, en fonction des profils, on doit pouvoir choisir les outils qu'on leur met en place et l'interface qu'on leur met en place. Aujourd'hui, on est capable de fournir des outils pour des profils de data scientists, des profils de data analystes notamment. Assez vaste, sans aucun souci. Si c'était la question. Et pour répondre, pour donner quelques éléments dimensionnants sur la volumétrie de données notamment, aujourd'hui, on est à quelques centaines de téraoctets de données et on monte en puissance progressivement. La montée en puissance est liée au fur et à mesure de l'intégration de nouveaux projets, de nouveaux besoins qui vont se raccrocher à ce socle Data Hub. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le nombre de jours. Alors évidemment, là aussi, le sizing, il est très différent entre. Ça dépend du niveau de sécurité dont vous avez besoin, ça dépend de la quantité de services dont vous avez besoin, ça dépend de plein de choses, des exigences, mais je dirais que si je dois donner des chiffres, ce que j'aime pas trop faire, mais essayons d'en donner, je sais pas, on peut aller à un projet le plus petit possible aux alentours de 500 jours hommes jusqu'à plusieurs milliers de jours hommes. En effet, les jours hommes sont toujours difficiles à quantifier comme ça, hein. Quelles sont les ambitions de l'entreprise, quelles sont les attentes de la mise en place d'un data hub. Enfin voilà, les critères sont nombreux et c'est vrai que la phase aussi de cadrage permet de dessiner toute cette implémentation, cette intégration, les priorités au sein de votre entreprise, quelle est la valeur de la donnée à mettre en avant, etc. etc. Donc c'est vrai que là, c'est un peu délicat, Monsieur Tollier, de répondre à cette question comme ça. Ça se mesure. Et voilà, bien, c'est écoutez, une réponse ouverte. Ouais, c'est ça. Merci à tous. S'il n'y a pas plus de questions dans l'immédiat, en tout cas, voilà, le replay sera disponible. Vous avez nos coordonnées. Et donc, voilà, nous restons à votre disposition pour tout complément. Encore merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Grégory, merci Stéphane. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.